J'ai quand même beaucoup d'ambition et je me dis c'est pas assez. Et là, à ce moment-là, il y a deux SUV Suburban noirs vitres teintées qui arrivent. Comme dans les films. Comme dans les films, tout pareil. Et sort de la voiture Donald Trump avec sa femme Melania. Il y a ton père qui est en train de se faire assassiner et toi, tu manges des pop-corn et ça ne te touche absolument pas. Si tu ne te plantes pas, tu ne peux pas savoir ce qu'est le succès. Où il me dit, tu sais, après 2 ans de campagne électorale, aujourd'hui, j'ai juste à sourire et à me tenir debout. Et ensuite, la compagnie me dit, écoute, on veut démarrer avec l'inauguration du 45e président des États-Unis, qui était à l'époque Donald Trump. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Parce que je réalise là, à ce moment-là, que j'ai le vice-président des États-Unis qui me fait un cours d'histoire privé. Bonjour, je m'appelle Audrey Lefebvre, je suis maquilleuse pour la Maison Blanche, des célébrités, des femmes d'affaires. Et aujourd'hui, je suis dans Inspiration. Bienvenue Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tu viens tout juste d'arriver de Washington. Comment se passe ton séjour sur Paris ? Écoute, mon séjour se passe très bien. Je suis très heureuse d'être à Paris. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'émissions à tourner, beaucoup de podcasts aussi. Mais je suis ravie d'être là. Je suis ravie de donner un petit bout de ce que je peux donner, de ce que les gens ont envie d'écouter. Et si ça résonne pour eux, tant mieux. Donc, je suis contente. C'est top. Pas trop fatigué avec le jet lag ? Un petit peu. Un petit peu quand même. Tu connais le principe de l'émission. Le but, c'est de raconter ton parcours pour comprendre comment tu en es arrivé là. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu, s'il te plaît, te présenter ? Donc, je m'appelle Audrey Lefebvre, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Je vis à Washington, D.C., aux États-Unis, où je suis maquilleuse professionnelle pour notamment la Maison-Blanche, mais pas que, beaucoup de célébrités, de femmes d'affaires, de sénateurs, millionnaires, milliardaires, voilà. Un petit peu les gens compliqués, c'est pour moi. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Tu es né en Normandie, tu as beaucoup voyagé durant ton enfance. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette enfance-là ? Écoute, moi, je peux te dire que j'ai eu quand même une très belle enfance. Cependant, j'ai énormément voyagé puisque mon père était entraîneur de foot. Donc, c'est vrai que chaque année, je changeais de ville, je changeais d'école, je changeais de maison, je changeais d'amis. Voilà. Et tout ça, c'est vrai que ça m'a permis de m'adapter à chaque fois, à chaque situation. J'ai dû m'adapter. Moi, les vacances scolaires, ça n'existait pas pour moi. C'était les déménagements. Puis il fallait se réapprendre, voilà, un nouvel environnement. Donc, c'était difficile sur le moment à vivre, hein. Je trouvais ça injuste en tant que petite fille. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une vraie force, une force d'adaptation où je pense aujourd'hui pouvoir m'adapter dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel endroit. Donc, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Ouais. Très positif du côté de cette Oui. adaptation que tu as retrouvée tout au long de ton parcours d'ailleurs. Oui, je pense que chaque épreuve qu'on vit dans sa vie, de toute façon, à un moment donné, il faut la transformer pour en faire une force. Et j'en ai beaucoup voulu à mes parents à l'époque, parce que c'est difficile en tant Bien qu'enfant, en tant sûr. qu'adolescent. Mais aujourd'hui, je pense que ça m'a énormément aidée, et surtout dans ce que je fais aujourd'hui, avec les personnalités, différentes personnalités avec lesquelles je travaille, où je dois m'adapter en permanence à leurs exigences, à ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, de quelle manière, sous quelles conditions. Voilà, c'est important de vraiment prendre tout en considération pour offrir le meilleur de ce que j'ai à offrir. On aura l'occasion d'y revenir juste après sur l'adaptation. Dans ce sens, tu as été chanteuse, mannequin auparavant. Comment s'est passée cette transition pour devenir maquilleuse finalement ? C'est pas commun. Après ma carrière de chanteuse, de danseuse, de mannequin, je rencontre mon ex-mari et on voyage beaucoup à travers le monde, à travers son sport. Il est athlète olympique et à ce moment-là, je travaille pas. J'ai choisi cette vie, j'avais choisi d'être maman. Je voulais être maman jeune. Et voilà, je pensais que c'était l'occasion. On voyageait énormément. Et j'ai beaucoup appris aussi lors de tous ces voyages. Et voilà, et à un moment donné, ça se passe pas très bien avec sa fédération. Je vois qu'il est pas heureux, en fait. Et je lui dis, écoute, tu as encore plein de possibilités. Si tu veux,
on part pour un autre pays et puis voilà, tu fais pour un autre pays. Et l'idée est venue comme ça et on a décidé de partir, aux États-Unis, voilà pour de nouvelles choses, mais aussi, on avait cette espèce de frustration permanente à Paris et en France, de vouloir entreprendre des choses et se retrouver à chaque fois devant des murs où on nous disait: «Bah non, là vous pouvez pas faire ça comme ça, vous pouvez pas faire ça comme ci» et en tant qu'entrepreneur, c'est difficile, de fonctionner comme ça. Donc du coup, plutôt que de rester dans cette frustration et de cette complainte, moi je suis pas comme ça, j'aime pas me plaindre. Donc j'ai préféré partir. On a préféré partir. On a parlé du déclic pour le départ aux États-Unis. Comment se sont passés un peu tes débuts aux États-Unis? Catastrophique. Catastrophique, c'est de la désillusion au départ. On s'imagine des choses qui en fait, n'existent pas. On s'imagine que, bon ça va, on a quelques petites notions d'anglais, on va réussir à comprendre, on va réussir et en fait non, les États-Unis, c'est un pays qui trace, très rapidement et aussi au niveau de la langue et donc du coup, je me rends compte qu'en fait, non, je comprends rien. Je n'ai pas travaillé pendant 10 ans donc voilà, je suis dans un pays que je ne connais pas. Il faut réapprendre le fonctionnement d'un pays qui est complètement, différent de la France. Donc c'est compliqué. J'ai un enfant à m'occuper, un bébé aussi à m'occuper. Je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Je vois cette montagne là en face de moi. Je regarde le sommet. Je dis: «Comment je vais apprendre une langue, une nouvelle langue à 33 ans?» Je je me dis au bout d'un an, pour tout te dire, je dis à mon ex-mari: «On a fait une bêtise, on retourne en France». Tellement j'y arrivais pas et je lui disais: «Je n'y arriverai pas». Et bon, lui, voilà, il a un mindset aussi très important, un athlète de haut niveau, donc il m'a dit: «Non, non, on va continuer». Mais c'est important aussi parce que lui a été, initiateur dans ce reboost, en fait, Bien voilà, dont sûr. j'avais besoin et je pense qu'on a besoin de gens comme ça, dans la vie, qui nous donnent un petit coup derrière pour repartir et voilà et on au fur et à mesure, il faut, je pense qu'on veut aller trop vite dans la vie et c'est ce que j'ai compris. Je me suis posée et j'ai décidé de juste regarder devant moi et pas cette montagne énorme qu'il y avait, mais juste là, le premier pas. Qu'est-ce que je peux faire comme premier pas? Et c'est comme ça que j'ai décidé d'être maquilleuse. Comme ils disent les Américains, step by step. Oui, step by step. À cette période, tu parlais pas anglais, tu l'as dit. Comment tu as surmonté cette barrière de la langue? Alors, je n'ai pas pris de cours. J'ai surmonté, avec mes clientes, en fait. Elles m'ont beaucoup aidée. Moi, quand je me présentais à elles, je leur disais: «Voilà, je parle pas anglais, je suis désolée» et naturellement, très généreuse, elles me faisaient la conversation de manière à ce que je réponde juste par oui ou par non, et ça me suffisait et je pense que mon cerveau, au fur et à mesure, a enregistré plein de choses et j'ai été capable, après des mois, des années, à retranscrire, en fait, et que ça devienne beaucoup plus naturel. Mais je pense qu'il faut complètement s'immerger dans la langue. Prendre des cours, c'est pas le vrai. Tu peux pas avoir une fluidité. Il y Mmh. aura une barrière pour moi. Donc, il faut vraiment complètement s'immerger. Et d'ailleurs, tous mes clients étaient 99% que des Américains, donc je n'avais pas le choix. Bien sûr. Voilà. On dit souvent que c'est dans la pratique qu'on apprend le Oui, mieux et je pense que c'est l'exemple parfait. oui. Tu as eu l'occasion de travailler dans le business en France, notamment à Paris, ensuite les États-Unis. Quelle différence marquante tu as pu constater entre les mentalités aux États-Unis et en Europe dans le business? C'est complètement différent. Je pense qu'en France, on a tendance à se sous-estimer et se dévaloriser. Heu, Aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse, mais c'est aussi les gens qui vont te valoriser. Aux États-Unis, tu peux avoir la plus ridicule idée de la terre, même si l'autre le pense, il va te dire, «Vas-y», parce qu'on ne sait jamais. Il y a une possibilité pour que ça marche. Et on a envie de réussite, en fait. Les gens ont envie que tu réussisses. C'est vraiment, 2 approches, complètement différentes et après moi, ça me correspondait mieux, les États-Unis, et j'avais besoin aussi de ce boost, hein, des Américains
Et voilà, mais après, la France, c'est quand même mon pays. Ce sont des choses, des racines. On a besoin de nos racines à un moment donné. On a besoin de revenir à des choses essentielles, des choses importantes pour nous. Donc, en fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est faire un peu des deux. Absolument. Il y a du bon partout. Ouais, On sait que les États-Unis, le Make It Possible ouais, est très présent et ce mindset orienté succès, ouais, on le tout à connaît fait. très bien. Mm. Toi qui as travaillé avec différents présidents, des milliardaires, etc., on sait qu'il y a un niveau d'exigence élevé quand on travaille avec des personnalités connues. Quel a été ton ressenti lorsque tu as collaboré avec ces célébrités-là? Alors écoute, chaque personne est différente, chaque position sociale est différente. J'ai envie de te dire que travailler avec les présidents, ça a été plus simple que de travailler avec les milliardaires. Les milliardaires, ils ont un niveau d'exigence parce qu'ils ont l'habitude de tout avoir, parce qu'ils ont aussi, ils peuvent tout avoir. Donc c'est vrai que j'ai eu des demandes très particulières avec les milliardaires et il faut un taux d'adaptation assez élevé Clairement. euh, et surtout comprendre les codes de ces gens. Tu vas pas aborder de la même manière un président que tu vas aborder une milliardaire. Le même code qu'ils ont, c'est le challenge. Ils vont aller te challenger, quoi qu'il arrive, pour voir si tu es suffisamment solide, tu vois, bien ancré, si tu sais de quoi tu parles, si tu sais ce que tu as à produire et comment tu vas le produire. Automatiquement, ils vont venir te challenger là-dessus. Euh, le milliardaire, le président, tu vas pas pouvoir trop détourner son attention parce qu'il est en permanence focus sur tout ce qui se passe. Milliardaire, on va essayer de naviguer entre. Ce sont des gens qui sont quand même en grande insécurité. Et moi, j'aime rassurer quand je produis un maquillage. J'aime mettre les gens dans un cercle sécuritaire. Parce que je sais que ce sont des gens qui ont beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire, qui gèrent beaucoup de choses. Et j'ai envie de leur apporter ce petit temps, juste pendant 1 heure, de bien-être. Mhm. Juste de bien-être. Tu rassures aussi beaucoup, hein. Oui, oui. Tu sais, parfois, je vois ces gens, ils arrivent, ils sont un peu déboussolés, parce qu'il y a plein de choses à gérer, ils sont plein de choses en tête, ils sont avec les assistants à droite, à gauche. Je les sens vraiment ouais, stressés. Et je les aborde presque en chuchotant, comme tu chuchoterais à un enfant. C'est fou de dire ça, mais c'est une réalité. Pour bien comprendre ton parcours, donc tu as déposé tes valises aux États-Unis. À ce moment-là, tu parles pas un mot d'anglais. Comment tu commences à exercer dans le maquillage? Est-ce que tu es à ton compte? Est-ce que tu travailles pour un employeur? Quels sont tes débuts là-dedans? Alors à la base, je voulais me mettre à mon compte, hein, donc je me forme en France et aux États-Unis. Je mets en place tout mon matériel, tout est prêt. Mais après, je vais où? Je fais quoi? Je demande à qui? Je parle pas anglais, donc je ne sais pas qui aborder, je ne sais pas qui approcher. C'est le flou. C'est le flou, je suis perdue, perdue. Et encore une fois, l'histoire de la montagne. On regarde cette montagne, je me dis, bon, je nage dans le potage, vraiment, je nage. Et je décide de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je me dis, bon, j'arrête de stresser, j'arrête de me poser des questions, j'arrête de demander qu'est-ce qui va se passer pour moi, comment je vais le faire. J'arrête tout ça. Et un jour, quelqu'un frappe à ma porte et un ami de mon ex-mari il me dit, écoute, il y a cette nouvelle application qui vient de s'ouvrir, je pense que c'est bien pour toi pour démarrer. Je ne connaissais pas ce système. En fait, c'est comme un système Uber, tu vois, que tu commandes sur ton téléphone. Et tu peux choisir d'avoir un professionnel qui vient chez toi pour Ok. te maquiller ou pour te coiffer. Et en 1 heure, voilà, tout est prêt et tu repars. Tu es chez toi, tu es dans ton environnement, donc tu es encore une fois en sécurité. Et voilà, et je commence comme ça puisqu'il m'engage dans la compagnie. Pour bien comprendre, on parle de 2015-2016, hein. 2015, ouais, exactement. Donc En pour dire 2015. que les Américains avaient déjà un cran d'avance là-dessus avec ce Oui, genre d'application. oui. Oui, oui, c'était vraiment tout nouveau.
D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était faisable, mais en fait, oui, j'ai découvert que c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'en 1 heure, tu sais, les Américains, ils ont pas le temps. La Française va aller s'instruire sur le net, elle va aller essayer de comprendre, elle va tester, elle va essayer des choses. L'Américaine, non. Elle paye pour un service. C'est comme ça aux États-Unis. Tu achètes tout, en Bien fait. sûr. Et elle n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et puis, elle n'a pas envie, en fait. Tu vois. Donc, nous, on est là. Donc, on a beaucoup de valeur aux yeux de ces gens. On est important parce on les met en valeur. Donc, on est très respecté quand on fait ce métier. Donc, je commence comme ça. Et voilà. Alors, je fais ça pendant 1 an avec cette société, cette compagnie. Mais moi, j'ai quand même la folie des grandeurs. J'ai quand même beaucoup d'ambition. Et je me dis, c'est pas assez. Je suis contente, mais je veux plus. Et je voulais grossir ma base de données de clients. Donc, ça ne me suffit pas. Et je décide de regarder s'il n'existe pas ce même type d'application, mais en beaucoup plus grand. Et donc, naturellement, sur Google, je tape et je découvre le même style d'application, mais là, ils sont déjà dans 3 grosses villes américaines, New York, Miami et Los Angeles. Je regarde un petit peu leur site internet, je vois quand même que c'est très professionnel, très Mhm. solide. Donc, je me dis, ouf, Il y a du niveau. il y a du niveau, c'est costaud, j'y vais. J'applique online, tu sais, les applications Donc, online. tout se fait Tout se fait en online, ligne. tout se fait en ligne. Et on me rappelle 15 jours après, on me dit qu'ils sont intéressés par mon profil, mais malheureusement qu'ils ne viennent pas sur Washington avant 1 an. Et c'est vrai que quand tu dis 1 an aux États-Unis, il peut se passer tellement de choses qu'à ce moment-là, je me dis, mais 1 an, mais Il va y voilà. avoir d'autres opportunités. Oui, puis ils vont passer à quelqu'un d'autre, surtout. Tu vois, je ne pensais pas qu'ils retiendraient mon nom ou mon profil par rapport à ça. Donc voilà, et j'applique, je passe des tests. Il me faut faire beaucoup de tests et je rentre dans la compagnie. C'est des tests maquillage. Donc, Test maquillage, oui, plusieurs types de maquillage différents pour voir comment je m'en sors, encore une fois, l'adaptation dans n'importe quelle situation. Voilà, un maquillage léger, un maquillage de télé, un maquillage beaucoup plus prononcé, un maquillage avec des couleurs qu'on n'utiliserait jamais, mhm. mais pour voir comment je me débrouille, si j'arrive à faire quelque chose de potable avec ce style de couleur. L'adaptation, encore une fois. Adaptation, tout le temps. Tu ressens aussi une différence entre le type de maquillage en Europe et aux États-Unis? Ah oui, oui, oui. Maquillage aux États-Unis, c'est beaucoup. C'est même de la peinture, si tu veux. C'est énormément chargé. C'est très transformatif. Ils aiment ça, hein, d'ailleurs, hein. Ils aiment qu'on les transforme. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis beaucoup plus dans ce naturel. J'ai appris aussi de cette manière-là. Je suis française, j'arrive avec une approche différente. Et je stresse au début. Je stresse parce que je me dis, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais faire. Donc je doute. Mais pourtant, je me dis, bon, bah, tu sais faire ça, bah vas-y, teste. Au pire, tu auras un non. Ça me plaît pas. Exact. Et au mieux, tu auras un waouh, j'adore. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu passes les différents tests, Ouais, tout se fait correctement. ouais. Et ensuite, Et ensuite, la compagnie me dit, écoute, on veut démarrer avec l'inauguration du 45e président des États-Unis, qui était à l'époque Donald Trump. On a une équipe de 6 personnes qui va venir sur Washington. Donc, il y avait 5 personnes de New York. Et la 6e personne, c'était moi. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on ne me donne aucun détail. On ne me dit rien. On me dit juste c'est l'inauguration. L'inauguration, il y a énormément de monde qui est invité. Beaucoup de célébrités, beaucoup de sénateurs, de congressmen. Voilà, c'est énorme. ça vient de partout. C'est énorme. Donc c'est vrai que moi, à ce moment-là, mon idée encore, je me dis, je veux réussir aux États-Unis. Mon idée de la réussite, c'est d'engranger un maximum de clients pour avoir une récurrence derrière, pour avoir de l'argent. Ça s'arrête là. Donc je me dis, c'est l'occasion d'engranger un maximum de clients pour réussir. Et en fait, la compagnie me dit à ce moment-là, tu dois aller à telle adresse, tel endroit, tu demandes telle personne, il va y avoir les services secrets.
tu dois passer les services secrets et tu te présentes à la porte. Voilà. Et moi, je m'exécute parce que, voilà, on me dit de faire, je fais, je suis là pour, comme un petit soldat, tu vois, on lui donne des ordres, je fais. Encore une fois, tu te poses pas de Non, questions je me comme pose tu le pas de disais questions. avant. Non, j'y vais. Et j'arrive dans cette rue, je suis seule au monde. Mais vraiment, tu sais, c'est comme dans les films C'est où vide. c'est vide. Il y a personne, je suis toute seule. Et il y a juste ces 2 personnes des services secrets que je passe. Je donne mon nom. J'avance vers la maison vers laquelle je dois aller. Et je commence à monter ces marches. Et là, c'est le branle-bas de combat. C'est-à-dire que je passe à l'état de seule au monde, à d'un seul coup des services secrets qui arrivent en masse Partout. vers moi, qui me demande de descendre le plus rapidement possible et de me mettre sur le côté. Et là, à ce moment-là, il y a 2 SUV Suburban noirs, vitres teintées qui arrivent, Comme dans les films. comme dans les films, tout pareil. Et sort de la voiture Donald Trump avec sa femme Melania. Évidemment, moi, je suis la seule au bord des escaliers, donc il me salue et très gentiment, avec un grand sourire, et il monte ses escaliers. Tu comprends ce qui t'arrive à ce moment-là ou pas du tout? Non, non, j'ai encore cette naïveté et je sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit que je vais un jour maquiller un président. Pas du tout. Je me dis: «Tiens, ils vont au même endroit que moi, ils vont peut-être voir les gens que je dois maquiller». C'est dans cet état d'esprit que je suis. D'accord. Ce n'est qu'une fois que je monte dans la maison que je comprends qu'il y a toute la famille qui est là et uniquement la famille. Donc c'est là que je comprends qu'on est là pour maquiller la famille. Mais je ne sais toujours pas qui. Je rentre, on m'assigne à une chambre, on me dit tu dois aller à cette chambre. Et quand j'ouvre cette chambre, je découvre que c'est Donald Junior Trump, donc le fils de Donald Trump, qui est là avec sa femme. Et je suis assignée à les maquiller. Quel est ton ressenti à ce moment-là? Donc, tu comprends, tu commences à comprendre ce qui t'arrive, qui tu vas maquiller. Tu as une pression? Non, Comment tu vis ce moment? non, j'ai pas. Je peux pas dire que j'ai de la pression ou que j'ai peur ou je suis quelqu'un qui vit le moment présent à fond, sans se poser de questions. Donc, je découvre. Je suis comme une petite fille qui irait au zoo ou qui regarderait un dessin animé. Et je découvre et j'observe et j'emmagasine tout avec moi. Je prends tout avec moi. Mais je ne me mets pas cette pression de me dire « Ouh là là, je vais faire la famille présidentielle. Oh, fais attention à ceci, fais attention à cela. » Pas du tout. Je pense que si on se met ça dans la tête, on se met de la négativité. Et il y a une possibilité pour qu'on échoue. Donc moi, je prends juste ce que j'ai à prendre, j'observe beaucoup qui j'ai à faire, de quelle manière, comment je vais le faire, et ça s'arrête là. Et je découvre des gens charmants, des gens qui m'accueillent, des gens qui sont tout à fait relax. Je vois le fils qui est sur le lit en train de manger ses pop-corn et qui regarde la télé. Voilà, comme n'importe qui pourrait la regarder, sauf que il regarde la chaîne d'information CNN et qu'à ce moment-là, CNN est en train d'invectiver très fort son père. Et ça, c'est un peu une scène surréaliste parce que moi, à ce moment-là, je me dis quand même, il y a ton père qui est en train de qui est en train de se faire assassiner et toi, tu manges des pop-corn et ça ne te touche absolument pas. Et c'est ça qui m'a. Qui Je me t'a dis surpris un peu? comment on peut avoir un recul à ce point-là? Oui, parce que c'est ta famille, là, on touche à ta famille. Et j'ai pas compris sur le moment, j'ai compris après. Et voilà, donc je vais faire sa femme, ça se passe très bien. Et puis lui, après, vient dans la salle de bain et il me demande si je peux le réarranger parce qu'il va être télévisé, hein, il va être filmé. Et je vois qu'il galère un petit peu avec sa cravate, donc je pense qu'il est stressé. Donc moi, voilà, j'aime être bienveillante, donc je lui dis: «Est-ce que ça va? T'es pas trop?» Je cherche à le rassurer, en fait, tu Bien vois? sûr. À ce moment-là. Et sa réponse m'a impactée aussi parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelqu'un qui me dise: «Bah, si, un petit peu, mais ça va aller» ou alors: «Non, non, ça va, ça va aller pour moi». Non, il a eu cette phrase où il me dit: «Tu sais, après 2 ans de campagne électorale,
Aujourd'hui, j'ai juste à sourire et à me tenir debout. Donc la manière dont j'ai compris, c'est vraiment, il y a tellement eu une bataille en amont que stresser, pourquoi est-ce que je stresserais maintenant? Mhm. Maintenant, c'est tout bonus. Mon père, il est président. J'ai juste à me sourire, Et, effectivement, me tenir debout et ça s'arrête là. et relâcher la pression. Et relâcher, oui. J'ai- Je sais pas s'ils ont de la pression. Je sais pas. Je le vois pas en tout cas. Je le vois pas. Ce sont des gens extrêmement déterminés et ils savent où ils vont, comment ils vont. Il n'y a rien qui les fera dévier de leur chemin. Absolument rien. Aucune protestation ou même se faire invectiver à la télé, ça n'a aucun impact sur eux. Aucun. Tout est calculé et ils ont l'habitude. Oui, 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 je pense qu'ils ont l'habitude, ouais. Ça Do- les impacte plus. Donc tu les maquilles, tout se passe bien. Ta rencontre ensuite avec Joe Biden et aussi Dean d'un film hollywoodien. Mm. Raconte-nous ce moment incroyable. Oui, c'est fou et je vais te dire avant de raconter, même moi j'ai eu du mal à le croire après. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'appelle ma sœur, que je lui raconte et que je... C'est comme que, tu sais que en le racontant, parfois tu l'intègres, tu intègres la chose. Tu Et c'est comprends ce qui se passe. voilà, tu comprends ce qui se passe et je lui dis, il faut que je te raconte ce qui vient de m'arriver parce que j'y crois pas. Même moi, j'y croyais pas, tu vois. Et à ce moment-là, je suis en voiture, la compagnie m'appelle, je suis sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Elle me dit non, non, il faut que tu ailles dans le bâtiment des démocrates. On a un VIP, c'est très important. Il faut que tu ailles là-bas, on compte sur toi. Comme ils insistent beaucoup, je me dis ok, j'y vais. On y va souvent là-bas parce il y a des sénateurs, des congressmen qui ont besoin de faire des télés, donc c'est Donc quelque c'est chose. habituel. Voilà, je suis pas étonnée, je suis pas surprise. Je me dis bon, encore un. On te donne les informations au fur et à mesure. Ok, Toujours avec la même application. toujours avec la même application, la même compagnie. Et j'arrive là-bas et on me dit voilà, tu demandes à voir Carla Frank. D'accord. Je vais à la réception, je demande à voir Carla Frank. Et là, je vois que la réceptionniste, elle comprend pas qui c'est. Elle est un peu là, de qui vous me parlez. Donc elle me demande de patienter. Et il y a un homme qui arrive et qui me demande pour qui je suis ici. Et lui non plus, il comprend pas. Et il me dit, mais personne ne vous a expliqué, personne ne vous a dit. Donc moi, je suis là, je dis, mais de me dire quoi? Je comprends pas. Euh, Tu te renseignes sur les personnes que tu maquilles non. ou tu te poses pas de questions, Alors, encore une fois? si, normalement, je me renseigne. Mais quand on me prévoit à l'avance, si tu veux. Là, C'était tout du se last fait minute. au dernier moment. J'ai pas le temps. On me demande d'y aller le plus rapidement possible. Je me gare, j'y vais, je vois Carla Frank, ça s'arrête là, tu vois. Et cet homme me dit, oh mon Dieu, vous n'avez aucune idée de qui vous allez faire. Et donc là, je comprends pas. Je réfléchis, je me dis, qui est Carla Frank? Qui est-elle? Tu dis, t'as raté une J'ai coche. raté, oui, j'ai raté un truc politique. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Enfin, mais ça se passe en 3 secondes, tu vois. Et je suis un peu gênée, honteuse. Et je lui dis, écoutez, je suis désolée, je ne sais pas qui est cette dame. Et c'est là qu'il me dit, non, vous allez travailler avec le former vice-président des États-Unis, puisqu'à l'époque, Joe Biden a été vice-président pour Obama, mais à l'époque, on est sur Trump et son vice-président, c'est Pence. Mais quoi qu'il arrive, tu dois toujours t'adresser à eux en tant que vice-président ou président. Donc, il reste à vie vice-président ou président. Bien sûr. Voilà, donc on m'amène dans les sous-sols de ce bâtiment et Joe Biden arrive. Et là, c'est un homme, si tu veux, quand même d'une certaine envergure. On parle d'un Joe Biden qui est en 2019, hein, beaucoup de prestance, beaucoup d'élégance, très chaleureux, euh, bienveillant aussi. Il engage tout de suite une conversation avec moi. Il me demande d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, comment je suis arrivée. Enfin, il s'intéresse. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, oui. Et si tu veux, à ce moment-là, moi, j'avais mon interview pour être citoyenne un mois après. Donc, j'étudiais la Constitution et je lui dis, je lui fais part de ça. Je trouve ça génial. Il dit bravo, félicitations, bienvenue chez nous. Et moi, à ce moment-là, je stresse parce que je comprends rien à cette Constitution que je trouve compliquée. Bon, je parle un peu mieux anglais, mais quand même, c'est pas super. Et je lui dis spontanément, c'est-à-dire que j'oublie
qui est vice-président des États-Unis. Et je lui dis, mais il faut que vous fassiez quelque chose avec cette constitution parce que vraiment, je comprends rien. Donc, il me regarde. Enfin, Sur le moment, tu te rends pas compte. non, puis aucun Américain ne dira à un président ou à un vice-président, il faut que tu revoies ta constitution là, parce que Non, ça va pas. c'est très fort en plus aux États-Unis. Mais oui, la constitution, c'est extrêmement fort, c'est puissant, c'est we the people, tu vois, c'est un rassemblement, Absolument. c'est très puissant. Et donc, il est un petit peu surpris, il me dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, moi, je comprends rien. Moi, les sénateurs, les congressmen, ils font le même boulot, ils font le même, comme ça, hein. Je parle vraiment avec beaucoup de légèreté. Et il voit que je suis paniquée. Il voit que je comprends rien. Donc il rigole et très gentiment, il me dit Audrey, laissez-moi vous expliquer. Et là, pendant 10 minutes, il m'explique la Constitution des États-Unis euh, très simplement. Et moi, là, à ce moment-là, pour le coup, je me dis qu'est-ce que je suis en train de vivre. Parce que je réalise là, à ce moment-là, que j'ai le vice-président des États-Unis qui me fait un cours d'histoire privé. Et encore une fois, j'embrasse tout ça, quoi. Je prends le moment, mais à son maximum. Et après ça, il y a comme une coupure, si tu veux, entre le côté professionnel, où il a eu envie de partager un peu plus avec moi. Il a pris son téléphone, il m'a montré des photos très personnelles. Et j'ai fait de même, puisqu'il m'a demandé, montre-moi ta famille, comment ça se passe ici. Et on a partagé un moment très simple. Je devais rester une demi-heure avec lui, je suis restée plus d'une heure. Et on a pris une photo à la fin, et voilà, super souvenir. C'est assez anecdotique, hein. Ouais, ouais, c'est fou. Quand il pense maintenant, c'est assez fou, mais sur le moment, je l'ai vécu très naturellement, en fait. Donc, pour résumer, un bel échange entre deux humains. Ouais, 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 complètement. C'est ces gens-là, alors je ne sais pas si c'est moi mais moi je suis toujours un peu dans cette petite fille qui est au fond de moi et qui ressurgit quand je m'adresse à ce genre de personnes parce que je ne suis pas quelqu'un d'impressionné par leur position sociale. Je suis juste quelqu'un qui a envie de connecter avec l'autre. Et je pense qu'ils le ressentent. Ils sont entourés de gens qui sont avec eux quotidiennement et qui recherchent un intérêt. On recherche un intérêt d'être à côté d'un président, d'être à côté d'une personnalité comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de connecter avec juste une personne, avec un homme et une femme. Et chaque président avec qui j'ai interagi, il y a eu une coupure de ça. C'est ça qui est intéressant, L'humain en premier plan. tout le temps. Tu fais un métier à forte pression. Quelle mission t'a le plus sorti de ta zone de confort et comment l'as-tu vécu? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un événement particulier. Je crois que ça a été l'apogée de ces 3 jours à la Maison-Blanche que j'ai passé. C'était le dernier jour, tout le monde est très fatigué, parce que c'est un rythme quand même très important, ces 3 jours C'est intense. d'inauguration. Et à ce moment-là, moi, la personne à laquelle je dois m'occuper n'est pas sur ma chaise, alors que les autres ont déjà commencé. Je stresse pas, je me dis ok, elle va arriver dans quelques minutes. Et puis finalement, 40 minutes après, il y a toujours personne sur ma chaise. Donc là, on commence à stresser avec le coiffeur, puisque lui aussi est en attente. Cette personne a des cheveux longs, donc il sait déjà que ça va être compliqué. Elle veut pas venir à l'événement. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle a passé 12 heures non-stop ces 2 derniers jours sur ses talons. Son corps lui fait mal, elle refuse de venir. Et je vois derrière la famille qui pousse beaucoup pour la motiver. Il y a pas de règlement de compte ou il n'y a pas Il y a des de mots. discussions. Il y a des discussions. On sent la tension, en fait. On sent la tension, on sent les va-et-vient des uns et des autres. Et finalement, elle arrive sur la chaise. Elle me regarde et elle me dit, il te reste plus que 20 minutes. Donc c'est vrai que là, je sais qu'elle va être en télé. Je vois le coiffeur qui transpire tout ce qu'il peut. Comment je vais faire ça en 30 minutes. Donc ils se mettent à trois derrière sa tête. Donc il y a la tête qui bouge beaucoup. À ce moment-là, il y a les enfants qui sont là, qui courent partout, qui jouent à cache-cache, qui prennent mon matériel,
mes pinceaux, mes poudres. Je me dis: «Mon Dieu, ils vont casser quelque chose». En fait, il y a une espèce de chaos qui s'installe, un chaos de pression et je me dis: «Tu as 2 choix». Tout ça, c'est en l'espace de quelques secondes, hein. Ou tu t'écroules et ta réputation est foutue, ou tu choisis de faire abstraction de ce qui se passe autour de toi, d'être concentré uniquement sur son visage pendant 20 minutes. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la terre pouvait s'écrouler. Moi, je continuais, quoi. T'étais focus. Ah, mais d'une concentration, je crois que j'ai jamais été aussi concentrée de ma vie sur un visage. Et voilà, et j'ai juste eu à donner un dernier coup de pinceau sur ses lèvres, qu'elle s'est levée et elle est partie avec la famille. Mais si tu veux, cette pression, je l'ai gérée aussi parce que ça, je préfère le mentionner maintenant parce que c'est important. J'avais déjà subi beaucoup de pression avant l'inauguration parce que j'avais fait un fashion show à Vegas où on était 15 maquilleurs, 300 modèles. On avait 25 maquillages à apprendre en 2 heures, des maquillages artistiques. Toutes les 20 minutes, on avait quelqu'un sur notre chaise. Donc j'avais déjà eu beaucoup de pression les 5 jours précédents, plus cette pression de l'inauguration. À la fin de cette semaine, je me suis dit: Audrey, si tu as été capable de passer toute cette pression, tu peux faire n'importe quoi aujourd'hui. Avec n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a plus rien qui peut t'effrayer. Et je me suis vraiment mis ça dans la tête, en fait. Et j'ai toujours gardé ça avec moi. Tu vois? Pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, tu as vraiment un timing défini Mm. quand tu as une mission. Donc, tu n'as pas une minute de plus. Là, en l'occurrence, c'était 20 minutes à disposition puisqu'il y avait du retard. Tu arrives à finir dans les temps. Oui, oui, oui. Parce que je vais à l'essentiel aussi, surtout, tu vois. Je contourne des choses. En maquillage, il y a quand même des étapes à avoir. Je zappe quelques étapes pour aller à l'essentiel et qu'elles soient préparées le mieux possible. Mais ça, c'est... Voilà, ça, je pense que ça doit faire partie de mon métier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais aussi ce métier. Si c'était pour le faire en dilettante, ça ne m'intéressait pas. Voilà, j'ai été servie, là. Effectivement. Dis-nous la plus grande leçon que tu as pu tirer en travaillant avec toutes ces grandes personnalités. Euh, Beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et surtout beaucoup de confiance en soi. Ce sont des gens qui m'ont inculqué ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont beaucoup de confiance et en même temps beaucoup de doutes. Ils ont beaucoup de confiance quand ils sont en représentation, ils savent de quoi ils vont parler. Ils ont certainement beaucoup de confiance, je pense au président, quand ils doivent prendre des décisions importantes pour le monde. Et moi, quand je les vois remplis de doutes. Je suis très proche d'eux. Ils doutent de leur image, qui est importante. Est-ce qu'ils vont être assez bien? Est-ce que leur cravate est bien? Est-ce que leur costume n'est pas froissé? Est-ce qu'il y a pas... Tu vois, ils font attention quand même à ça. Euh, donc je me dis que si ces gens-là s'autorisent aussi à être dans le doute, moi aussi je peux m'autoriser à être dans le doute. C'est pas mauvais d'être dans le doute. Mais après, qu'est-ce que tu fais pour transcender ce doute? Et c'est ça qu'ils m'ont appris, en fait, à transcender les doutes, à avoir tellement confiance en toi et de ce que tu peux produire et comment tu peux produire. Vas-y, on a des ressources intérieures inépuisables. Mais on se met des barrières, on se met des croyances Clairement. limitantes qui fait qu'on n'ose pas, en fait. Moi, j'ai été énormément audacieuse dans mon parcours. J'ai essayé des choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est pas grave, on apprend, on est là pour apprendre. Et il y a des choses qui ont marché et je me suis appuyée sur ces forces. Je pense que dans la vie, ça c'est mon opinion, on dit toujours il faut travailler ses faiblesses. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut accentuer ses forces et en faire encore plus une plus grande force. Tes faiblesses, elles sont là, faut les accepter. Elles vont augmenter au fur et à mesure que tu augmenteras tes forces. Moi, c'est comme ça que je vois la vie et surtout que j'ai fonctionné dans mon parcours.
Je me suis vraiment concentrée que sur mes forces. Toi qui es au plus proche des célébrités, Audrey, comment gèrent-ils leur notoriété? Très mal. Je pense que, ils sont pas sereins, en fait, par rapport à ça. Il y a quand même une grosse pression, ce sont des gens qui sont regardés, qui sont épiés. Il y a un journaliste un jour qui m'a dit, «L'image, est très important aux États-Unis, c'est ce qui prime, de plus». Oui, l'image est très importante, mais elle est importante pour tout le monde. Si tu vis dans ce milieu-là, si tu vis dans le milieu de la télé, si tu vis dans le milieu des photoshoots, tu ne vas pas te présenter, sans passer par la case maquillage et la case coiffure. Personne n'aime arriver, la tête du matin, les cheveux ébouriffés, ça paraît logique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont épiés, scrutés dans les moindres détails de 6 heures du matin jusqu'à minuit. C'est lourd, c'est très lourd. On ne se rend pas compte de déjà la pression qu'ils ont dans leur travail, mais aussi la pression qu'ils ont de l'environnement extérieur. C'est pour ça qu'ils ont on les voit, très, parfaits, très carrés, tu vois? Quand ils sont en représentation, parce qu'ils savent qu'ils vont être épiés et ils savent qu'ils doivent tenir cette notoriété, qu'ils doivent tenir cette image et ils ont, une pression, monumentale et parfois, moi je vois les larmes qui coulent, c'est dur. C'est Beaucoup lourd, hein. d'émotions, ouais, beaucoup Ils sont dans la d'émotions. lumière tout le temps en finalité. Oui, 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 c'est difficile parce que, ces gens-là, vivent les mêmes choses que nous, les mêmes problématiques que nous, et on a du mal à s'imaginer ça. Mais, ils ont des sentiments, ils ont des émotions et il faut naviguer, avec tout ça et de te dire: «Bah, attention, là, je vais aller en représentation, donc il faut que je cache cette émotion». C'est pas facile. Nous, instinctivement, on va la libérer cette émotion parce qu'on a besoin de la libérer à ce moment-là. Eux n'ont pas le droit. Ouais, ils doivent faire attention à leur image. Oui. Toi qui as côtoyé différents milieux, des milliardaires, des présidents, comment fais-tu pour garder les pieds sur terre dans un univers aussi intense? C'est quoi ton Ouais. secret? Alors, c'est mon secret et je pense que il faut se raccrocher à ses valeurs. En fait, à chaque fois que je me présente devant, une personnalité comme ça forte et importante, je me dis toujours: «Qu'est-ce qui a du sens pour moi là, maintenant, tout de suite? Pourquoi est-ce que je fais ce métier?» Revenir à l'essentiel de ce pourquoi tu fais ça. Je fais ça pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de mettre l'autre en valeur. J'ai envie qu'elle soit bien dans sa peau, j'ai envie qu'elle donne le meilleur d'elle-même et je ne me raccroche qu'à ça. Si tu veux, la célébrité, c'est bien, heu, on voudrait tous être célèbres parce on a la reconnaissance, on est reconnu, ça fait du bien, les gens nous adorent, on veut tout ça. Mais à un moment donné, tu peux vite partir, là-haut, dans les étoiles, mais il faut savoir revenir et C'est moi pas je évident d'ailleurs, c'est hein. pas évident, c'est pas évident, mais moi, quand je me connecte à quelqu'un, je ne me connecte pas pour ce qu'il représente. Je me connecte en face d'une personne, un homme ou une femme. Ça s'arrête là. Je vais pas au-delà. Moi, j'ai envie de connaître son histoire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a à dire, comment elle a à le dire. Peut-être qu'elle sera pas d'accord, on sera pas d'accord tous les 2 quand on discutera. C'est complètement OK pour moi. Moi, je porte pas de jugement sur ce que va penser la personne. Je tolère. Ça veut pas dire que j'accepte, mais je tolère et j'apprends et j'apprends. On parle de l'aspect humain. Dans ce sens, de quelle manière tu gères ce côté humain lorsque tu travailles avec des personnes aussi influentes? On sait qu'il y a certains codes à respecter. Comment tu fonctionnes au début? Bah, c'est ce que je te dis, je coupe ça, en fait, dans mon cerveau. Moi, T'observes beaucoup? j'observe, j'écoute. Écouter l'autre. Ils en ont Très besoin aussi, hein. Oui, il y a très peu de gens qui les écoutent, finalement. Et je te parle pas d'entendre ce qu'il a à dire, je te parle d'écouter et je laisse la place à l'autre d'être et je laisse la place à l'autre de s'exprimer. Parfois, j'ai des clients qui ont pas envie de s'exprimer. Ils me le font comprendre et c'est OK.
Je respecte ça. C'est leur moment. J'ai pas de frustration par rapport à ça et surtout, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Je prends beaucoup de hauteur quand je me connecte avec. Beaucoup de personnes sont revenues vers moi en me disant: «Oh là là, comment est-ce que tu peux travailler avec Trump? Pff, oh là là, c'est compliqué», tu vois? Mais moi, je me dis pas: «Je vais travailler avec Trump». Je me dis: «Je vais travailler avec cet homme. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir aussi lui apporter?» C'est un échange. Je suis dans le service. Moi, je donne. C'est mon métier. Ça n'a rien à voir avec un engagement politique ou une prise de position politique. J'ai travaillé avec le Parti démocrate et avec le Parti républicain. Je fais aucune différence. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation humaine que tu vas avoir avec ces gens-là. Et c'est possible. On sait que la passion est ce qui nous anime au quotidien. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier? L'autre. L'autre, parce que je pense qu'on a tellement à apprendre de l'autre. Euh, Moi, j'aime profondément les gens. J'aime l'être humain, j'aime le connaître, j'aime savoir pourquoi il pense différemment de moi. Je trouve que c'est très enrichissant. Ça permet aussi d'ajuster ses opinions, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'habite dans un pays, j'habite aux États-Unis, je vois les informations américaines, je vois aussi les informations françaises. Et il y a tellement de dissonance entre les deux. Et du coup, je me fais ma propre opinion avec les deux opinions. Tu vois, j'essaye pas de rentrer dans un moule et de me dire, bah voilà, on met ça sous les yeux, bah c'est la vérité. Non, j'ai envie de rechercher ma vérité et j'ai envie de rechercher la vérité de chez l'autre. On a chacun sa propre vision de la vie, ses propres expériences. Chacun a été élevé d'une certaine manière qui est différente. Chacun a vécu dans des pays différents, une éducation, une culture différente. Et moi, j'ai envie d'apprendre de ça, un petit bout de chacun, pour construire comment fonctionne l'être humain. Ce qui me permet aujourd'hui de m'adresser à n'importe qui. Aujourd'hui, je peux travailler avec n'importe qui, je n'aurai aucun problème. C'est intéressant ce que tu dis là. Tu acceptes cette différence et Oui, surtout tu t'adaptes. oui, oui. Mais c'est beau la différence, en fait. Il faut en faire une force. Chaque être humain est différent. Moi, j'ai eu un problème physique très longtemps. J'en ai souffert. J'étais différente. Et, et aujourd'hui, j'en ai fait une force. C'était quelque chose que j'avais sur mon visage, qui me prenait beaucoup de place sur mon visage. Et ça m'a pas empêché d'être mannequin, tu vois. Une Donc, belle leçon encore une fois. ouais. Ta carrière est pleine de rebondissements. Quelle a été la demande la plus surprenante que tu aies reçue dans ton métier? Alors, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Celle qui t'a le plus marqué? Mais bah, il y en a beaucoup. Mais il y en a quand même une qui m'a fortement marquée puisque j'avais une prestation avec une milliardaire, une femme milliardaire. Elle était très pressée à la fin de cette prestation. Et elle me dit, écoute, j'ai pas le temps, je signe le chèque. Donc elle me fait un chèque en blanc et elle me dit, tu mets ce que tu veux dessus. Donc là, j'ai eu un mouvement. T'as un chèque en blanc, hein, faut pas le perdre, hein. Bien Tu sûr. vois. Et je me dis, qu'est-ce que je veux? Et ça veut dire quoi? Je mets ce que je veux. Elle est milliardaire. Tu vois, est-ce qu'elle verra? Est-ce qu'elle verra Tu te poses pas? beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Je garde quand même le chèque 2 jours dans ma poche. Tu vois? Et, euh, et encore une fois, je reviens à mes valeurs. Je me dis, non, Audrey, c'est pas sérieux. Tu fais pas ça pour ça. Tu fais ça parce que tu as envie d'aider l'autre, tu as envie. Sois correct, sois juste, sois honnête. Et donc voilà, j'ai été très honnête. J'ai juste peut-être mis un petit peu plus, tu vois, j'ai mis les tips en plus. Mais voilà. Parce que c'est pareil, si tu vas trop loin, c'est tentant, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais si tu vas trop loin, c'est ta réputation qui est en jeu. Bien sûr. Et Ça dans, casse la confiance. tout à fait. Et Washington, c'est une grande ville, mais c'est aussi un microcosme. Tout le monde se connaît. Donc il y a de grandes chances pour que ça te fasse basculer dans l'idée que cette fille, elle n'est pas fiable et puis surtout, elle va t'arnaquer. Et moi, je suis tellement pas comme ça que non, j'ai pas pris le risque. C'est fou ce que tu as pu vivre. On sait que l'échec fait partie intégrante de la réussite.
Lequel a été le plus formateur dans ton parcours? J'en ai eu plein, j'en ai eu plein des échecs et heureusement, j'ai, gagné beaucoup d'argent, j'en ai perdu beaucoup, parce que voilà, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché et moi je j'aime pas parler d'échecs. Je pense qu'il y a toujours une leçon de vie derrière. On apprend, il y a pas de défaite en fait, si tu veux. On apprend toujours. J'essaye toujours de rechercher le positif dans l'échec ou dans la défaite. Il y a toujours quelque chose qui va te faire avancer, qui va être positif pour toi et je me concentre que là-dessus. Je suis quelqu'un de nature, positive. Je le suis devenue, je l'étais pas. Ça se Heu, travaille d'ailleurs. Ça s'apprend, oui. Ça s'apprend, tu mais ça s'apprend en sachant écouter et observer, comme tu disais. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se taire aussi. J'ai su me taire à certains moments et et voilà et j'ai appris. J'ai appris tout simplement, de ces échecs. Si tu veux, si tu reproduis le même échec, là, c'est plus un apprentissage, c'est tu Il y a un il problème. y a un problème. Il y a un problème dans le système. Il faut savoir se poser, se recentrer et se dire: «Pourquoi c'est arrivé? Comment je peux faire différemment?» Tirer des conclusions. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour là, je me suis plantée, bon, bah, je vais essayer autrement. Toujours essayer, ne pas avoir peur d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque? Comme on dit, on ne perd jamais, on apprend toujours. Oui, mais oui, j'en suis intimement convaincue, aujourd'hui, ouais. Tu as pu vivre beaucoup de choses dans ta carrière. Comment tu envisages la suite? Moi, je l'envisage toujours belle la suite, en fait. Je suis assez résiliente, par rapport à ça. J'ai plein de projets. Je ne sais pas si je continuerai dans le make-up, dans le maquillage. Je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai fait, comme un cycle, en fait, si tu veux. Hem, je pense qu'à un moment donné moi, je suis quelqu'un, si tu veux, qui a en permanence besoin de me challenger. J'ai besoin d'être dans cette peur qui va faire que tu vas te transcender. Pas celle qui va faire que tu vas être complètement, Braquer. paralysé, voilà. Mais cette petite peur qui va faire que te dire: «Ouh là, allez, je vais aller essayer d'aller chercher le niveau au-dessus». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai atteint, le niveau, bah, je difficile de faire plus haut. Qu'est-ce qui me challenge aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui me challenge? Donc je suis en pleine réflexion, pour la suite, mais je suis intimement convaincue que la suite est belle. On aura hâte de découvrir la suite. On mettra aussi tes différents réseaux Ouais. dans la description. Tu fais aussi du contenu à titre personnel, donc c'est très intéressant. On parlait d'échecs juste avant. Pour toi, quelle est ta définition personnelle de la réussite? Alors ça, c'est super intéressant parce que chaque personne a sa définition de la réussite. Tu as quelqu'un qui va dire: «Bah, moi, ma réussite, c'est d'avoir, ma maison achetée, mes 3 enfants, avoir un boulot stable, heu, avoir un chien». Voilà le cliché, tu sais, un petit peu de la famille parfaite et c'est une réussite. Certains vont dire: «Bah, moi, la réussite, c'est d'avoir pu aider l'autre, sur son chemin, dans n'importe quel métier, peu importe». Moi, ma réussite, à l'époque, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était très basique. Je l'ai dit en début du podcast, c'était vraiment d'engranger un maximum de clients pour avoir une récurrence de clients et de l'argent. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi de réussir, c'est de me dire que les gens vont retenir que j'ai été une belle personne, que je suis restée, honnête avec moi-même. Aujourd'hui, je peux me regarder dans un miroir. Tu sais, j'aurais pu, avec tous les secrets que j'ai entendus à droite, à gauche, que les gens m'ont confiés, je pourrais être millionnaire aujourd'hui si je veux. À vendre ces secrets à la presse, mais ça veut dire que potentiellement, je ferais du mal à quelqu'un. Ça veut dire que potentiellement, je détruirais la vie de quelqu'un et ça pour moi, c'est impossible. Au détriment de l'argent, pourquoi? Non. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est d'être un bel être humain. De donner le plus possible, de savoir recevoir aussi, c'est important.
quand on te fait des cadeaux, savoir recevoir et de me dire que les gens qui m'auront suivi ou qui, me regarderont se diront: «Bah, elle a été, honnête avec elle-même dans ses valeurs jusqu'à la fin». Ce sera une belle réussite pour moi, Tu parlais juste avant, ta vie était très chargée, elle l'est toujours d'ailleurs. ouais. Ouais. Comment arrives-tu à gérer l'équilibre professionnel et privé? On sait que c'est souvent la clé, on entend souvent: «J'ai pas le temps». Comment tu gères cet aspect-là? Alors c'est vrai qu'on dit souvent: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». C'est vrai qu'on en a discuté, moi c'est une expression qui m'agace aussi parce que, heu, bien sûr qu'on peut prendre le temps. On choisit de prendre le temps, et on choisit en fonction de ses propres priorités. C'est tout, ça s'arrête là. Quelles sont les priorités que tu vas mettre dans ta journée? Aujourd'hui, tu veux mettre les priorités sur ton bien-être, sur tes enfants, sur ton travail et je pense qu'il faut se s'octroyer des plages pour chaque secteur où tu as envie de réussir. Hem, moi je dis pas que je suis parfaite là-dedans. Je dis pas que je réussis tout le temps. Mais j'essaye un maximum, d'avoir du temps de qualité et pas de quantité avec mes enfants. Du temps pour mes clientes, de qualité pareil qui est important. C'est important d'avoir ce temps avec mes clientes. Du temps pour moi aussi. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Il y a parfois des journées, je ne travaille pas, ça m'arrive, je ne fais rien. J'ai besoin de me ressourcer dans le silence. J'ai besoin de silence. Je parle, j'interagis, je suis challengée, je suis sous pression. Hem, Tu as besoin de ce repos, te oui, déconnecter. oui, c'est important. J'ai un peu besoin de déconnecter mon cerveau et de pas être toujours dans cette réflexion. Alors comment je fais pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire après? Quelle est la prochaine étape? Il faut prendre le temps. Le temps est notre pire ennemi et notre meilleur ami. Il faut savoir, heu, l'écouter, le temps. Il faut savoir l'écouter. C'est pas facile. Dans ton parcours, le dépassement de soi a été la clé du succès. Tu donnais avant le parallèle avec la montagne, le fait de gravir step by step. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui cherchent à se dépasser pour atteindre leurs objectifs? Je dirais, avoir confiance en ses capacités. On se sous-estime beaucoup, on se critique beaucoup. On pense qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'a pas assez fait. On veut tout le temps faire, engranger, plus de formation, se former encore plus parce qu'on n'est pas sûr à 100 de ce qu'on moi, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Tu vois, moi, je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée à un stade où on n'avait plus beaucoup d'argent. Là, c'est la limite. Il faut y aller. Tu as plus le choix. Il faut oser, il faut être audacieux. Passer Faut à l'action. Oui, il faut passer à l'action. Mais même la plus petite action qui soit, tu es pas obligé de te dire: «Ouh là là, il faut que j'aille démarcher telle et telle personne déjà». Non, 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 non. Si tu commences déjà par, sortir de chez toi, déjà, aller donner tes cartes de visite, te montrer, dans les soirées, dans les événements. Voilà, tu sais jamais dans la vie qui tu vas rencontrer, comment, de quelle manière, qu'est-ce que cette personne va t'apporter. Peut-être que cette personne va rien t'apporter et juste le moment que tu as vécu avec elle, sera suffisant. Peut-être qu'elle va te faire rencontrer d'autres personnes. On ne sait jamais dans la vie et moi, je suis intimement convaincue que quoi qu'il arrive, il faut mettre un pas devant l'autre, même le plus petit qu'il soit. C'est intéressant, tu parlais de petites actions. Je Mmh. te rejoins totalement. Il y a une phrase que j'adore. La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions. Oui, Ça, c'est hyper important. tout à fait. On parlait d'échecs, de succès. Si tu devais changer quelque chose, Audrey, dans ton parcours, que changerais-tu? Mais rien, rien parce que, moi mon parcours, la manière dont je le vois, c'est comme une toile d'araignée qui se tisse. Tu vois? Tout a un lien en fait, tout est lié et ça se lie au fur et à mesure pour arriver à l'apothéose, si on peut appeler ça comme ça. Je peux pas regretter, quoi que ce soit, même les moments où j'ai mal maquillé. Il y a des moments où j'étais pas fière de moi. Il y a des moments où je me suis trouvée nulle. Il y a des moments où je suis repartie de chez la cliente, j'avais envie de pleurer. Heu, mais encore une fois, j'ai appris tout ça. Je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, tu feras mieux. C'est OK».
Tu as le droit aussi de te planter, en fait. C'est important de le dire. On a peur de l'échec, mais on a le droit. C'est pas, C'est c'est pas humain. mal. Voilà, c'est pas mal de se planter. Il faut se planter. Si tu ne te plantes pas, tu ne peux pas savoir ce qu'est le succès. Tu vois, c'est la balance. Absolument. Pour conclure, on utilise toujours cette séquence dans l'interview. Quel conseil inspirant aimerais-tu donner à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu souhaites laisser aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Tellement de choses, mais encore une fois, c'est dur d'évoluer dans cette société. C'est dur, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agressions, on est confronté à beaucoup de choses difficiles. Euh, Moi, je m'attache pas à ça. Tu vois, je travaille dans le milieu de la politique, je suis dans une ville politique. Euh, c'est suffocant. Je pourrais aussi être dans le dur, tu vois, et me dire, oh là là, c'est dur. Mais non, moi, je choisis d'être positive. C'est un choix. C'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on ne se doit pas d'être positive. Dans les choses difficiles, je l'ai dit, il y a toujours de la positivité. Il faut aller la rechercher. Et moi, je suis foncièrement comme ça. Aujourd'hui, j'ai passé une semaine à Paris. Je vois les gens qui sont dans le dur. Je vois les gens qui me disent, oh là là, t'es tellement mieux à Washington, ça doit être difficile d'être ici. Non, c'est beau d'être ici. Je lève la tête et j'observe ce qui se passe. Et j'accueille, j'étais dans le métro, j'étais contente d'être dans le métro, tout le monde je vois la tête voilà, ils sont pas heureux, j'ai envie et je souhaite à tout le monde de trouver cette paix intérieure, cette résilience qui fait que on ne se concentre que sur le positif. C'est difficile, il faut aller la chercher, il faut faire un travail sur soi. Je pense que c'est important. Et j'ai fait ce travail sur moi. J'aurais jamais pu, je pense, me retrouver devant ces gens-là sans avoir fait ce travail de paix intérieure. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient me challenger, je le prends pas pour moi. J'ai mon ego, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Je prends pas les choses pour moi. Je sais que cette personne doit être très mal en ce moment. Donc, je vais plutôt l'accueillir dans sa douleur. Tu prends beaucoup de recul, hein, on en avait Beaucoup. discuté. Hein. Oui, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Tu vois, il faut savoir observer les situations. Quelqu'un qui vient t'agresser, pour moi, c'est un miroir, en fait. Et lui renvoyer de la bienveillance et lui renvoyer de la positivité. Tu sais, je vais te raconter cette dernière histoire parce que il y a une sénatrice que j'avais dû travailler avec elle. Elle était odieuse, elle était exécrable, mais avec tout le monde. Sauf que moi, je suis en face d'elle et je me prends toute cette négativité, je me prends, c'est violent. Et à ce moment-là, j'arrête de la maquiller parce que c'est compliqué pour moi. Je suis très calme, je la regarde dans les yeux et avec une voix douce, je lui dis, écoute, pourquoi est-ce que tu fais cette émission? Parce que là, tu te mets dans un état de stress qui est important et c'est pas OK avec les gens qui sont autour de toi. Juste ça. Et rien que ça l'a fait redescendre, en fait, dans la pression. Tu vois, elle est redescendue de sa colère juste parce que je lui ai offert un moment de bienveillance et de douceur. C'est tout. Et je pense qu'il faut savoir se donner ça aussi. Tu vois, c'est tellement suffocant, cette société, que moi, en tout cas, moi, je choisis ça. Voilà. Alors certains diront, bah, elle vit dans le pays des bisounours. Bah, écoute, c'est leur choix de penser ça. Moi, je continuais dans cette direction et jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal servi. Magnifique. Merci Audrey. On finit sur des belles paroles authentiques. Merci à toi. Ce fut un réel plaisir et merci encore une fois d'avoir partagé ton parcours inspirant. J'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Et à tout bientôt. À très bientôt. Merci. Merci Audrey.